Bonjour à tous, la réussite pour tous, le premier épisode. Donc on rappelle ce que c'est la réussite pour tous. On retrace le parcours de professionnels qui ont des parcours inspirants, des personnes qui ont des difficultés scolaires, des personnes qui ont réussi par la scolarité également. Donc voilà, premier invité, mon grand frère, Alec Amadji. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Donc on va commencer tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter, Alec, ce que tu fais actuellement, t'as quel âge, etc. Bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Alec Amadi, j'ai 24 ans, actuellement en alternance au sein de l'école ESPI, MAEC, donc c'est une filière en audit et en expertise immobilière, et je suis au sein du groupe ImoClé dans ma dernière année d'alternance actuellement. Ok, très bien, merci pour cette présentation, Alec. Donc, on va commencer tranquillement. On va retracer ton parcours scolaire. On va commencer par la primaire. Quel élève tu étais en primaire? Tu étais plutôt un bon élève, plutôt agité, tu avais des bonnes notes. Explique-nous tout ça. On va refaire un petit peu le processus de base du coup. Moi, j'étais pas spécialement un très bon élève en primaire. Alors, en 6e, 5e, ça allait encore. Non, d'abord la primaire. Pardon, D'abord d'accord, la ok, primaire. d'accord. En primaire, en soi, ça allait. CP, CE1, CE2, ça allait encore. Bon, c'était un petit peu l'apprentissage de la lecture, des mathématiques classiques, de la dictée. Donc, en soi, l'apprentissage de base, ça allait. En CM1, CM2, j'étais pas spécialement le meilleur élève de mon école au sein de Belle Image. Mais encore, ça allait. Alors, en CM2, ça commençait un petit peu à se gâter. J'étais pas spécialement le plus assidu, j'étais pas spécialement l'élève le plus concentré. Ok, ok. J'étais plus Tu te dans souviens à l'idée. peu près, tu avais combien de moyenne, une idée comme ça? C'est vrai que c'est pas trop valorisé en primaire, mais juste pour se Alors, faire une petite idée. moi, je trouve le concept déjà de la moyenne en primaire, je trouve ça un petit peu compliqué parce que déjà tu as des élèves qui apprennent plus ou moins vite sur l'apprentissage de la lecture, même de l'apprentissage et de la réflexion, de la concentration. Il y a des élèves qui ont plus de facilité à se concentrer plus longtemps. Moi, j'étais beaucoup plus dissipé. Je crois que j'avais aux alentours de 12 de moyenne en CM2. Ok, bon, c'est pas énorme, généralement en CM2, bon, c'est pas. Ouais, après, en fait. Et comment tu te sentais dans le système scolaire? En primaire, ça allait. Allez, En primaire, on reste encore globalement petit, donc en soi, on a tous un petit peu, forcément des apprentissages un petit peu différents, mais dans les écoles, on reste quand même sectorisé sur les mêmes secteurs. Ok, très bien, oui, oui. Voilà. Dans les matières. Mais ok, bon, maintenant, ok, niveau primaire, tu étais plutôt un élève Normal. moyen, normal, qui n'avait pas des résultats exceptionnels. On n'a jamais été sur un très bon élève, moi, pourtant, Non, j'étais pas D'accord, un très grand bien. élève de primaire sur l'apprentissage, j'en sais clair, oui. Ok, maintenant, on va passer au collège. Début collège, c'est l'arrivée 6e, 5e, la préadolescence. T'étais quel genre d'élève? Alors Un peu mieux. quand on rentre dans le collège, forcément, on a plusieurs types de profils. On a des profils qui sont beaucoup plus assidus, des profils qui sont beaucoup plus dissipés. Moi, je n'étais pas un grand travailleur. Ouais. Loin de là. Alors, encore 6e, le niveau, ça allait. Je pense pas que j'avais des problèmes de niveau. Tu voulais pas travailler, clairement. En fait, je Voilà. faisais pas mes devoirs. Je trouvais peut-être pas spécialement ma place. Ok. Je dirais, parce que on avait beaucoup de cours. La physique, ça vient un petit peu après, mais on est surtout sur de la théorie. Et moi, je pense que le cadre théorique scolaire, faire une journée 8h, 17h30, moi, ça m'allait pas. Enfin, c'est pas que ça m'allait pas, mais ça me. T'étais pas forcément à l'aise dans ce système-là. Ça me saoulait. Ok. J'étais pas. Tu faisais vraiment le minimum. T'écoutais rapidement en cours. Non, j'écoutais, mais mes devoirs, ils n'étaient pas faits. Enfin, pour le coup, voilà. Ok, Enfin, ok, je c'est faisais bien de pas mes préciser devoirs, ça. c'est juste que, voilà, le système, le cadre, de passer toute une journée à l'école, de rentrer faire ses devoirs pendant toute une semaine, moi, en tout cas, j'arrivais pas. D'accord, ok, très bien, c'est bien de préciser ça. Bon, maintenant on arrive un peu sur la 4e, 3e, c'est là où il y a un peu plus de complications. On passe au côté adolescent, etc., etc. Voilà, c'est là où il y a les copains, copines, etc., les premières sorties. Comment tu te situes à partir de là en 4e? Quel élève? C'est à partir de là que tu commences à devenir un peu moins bien sur l'école? Moins bien. Alors, moi, j'ai toujours eu, en termes social, j'ai jamais eu de problème pour le coup. Donc, j'avais mon groupe de copains, voilà, je m'entendais globalement bien avec tout le monde. C'est juste que Moi je parle plus du côté scolaire. sur le côté, oui, voilà, enfin, là je reviens plus sur le côté scolaire. Le truc, c'est que forcément le niveau se durcit. On va rentrer sur de la physique-chimie, on commence à voir les langues, Ouais. on commence à approfondir les langues. Et oui, derrière, en fait, s'il n'y a pas de travail, forcément on C'est un peu plonge. plus compliqué. Et on rentre tout de suite dans la case du stéréotype de l'élève qui est en difficulté. Exactement. Voilà, On va rentrer là-dessus. voilà. Parce que tu as connu un peu. Oui, bien sûr.
connais un peu ça. En termes de moyenne, c'est vrai que bon, la moyenne, je suis pas forcément fan parce que une personne peut très bien avoir des très bonnes notes en sport et ça relève énormément la moyenne. Mais c'est pour se faire une idée de dans quelle case on pourrait te mettre en termes de moyenne en quatrième. Tu tournes à partir de combien? Quatrième, troisième, j'étais entre 10 et 11. Entre 10 et 11, ok. On parle sur un élève moyen, on va dire. Oui, oui. Ouais, en termes de mathématiques, les matières phares, mathématiques français, tu tournais. T'étais plutôt bien. En français, j'étais toujours au-dessus de la moyenne, mais c'était en mathématiques, physique, D'accord. chimie. Là où tu avais des difficultés. Catastrophiques. D'accord. C'est vrai que c'est pas des manières évidentes, surtout si on a des difficultés en sciences, etc. Faut dire un peu ça, si tu es quelqu'un qui ne travaille pas chez toi, c'est davantage difficile donc voilà. Donc voilà, niveau, c'est pas une question de niveau trop élevé, c'est une question de travail pour ta part, en tout cas de ce que tu me dis. Clairement. Voilà. Et est-ce que tu trouvais que les profs étaient passés à l'écoute? Est-ce que tu avais des choses un peu à reprocher aux profs? C'est dur à dire parce que les professeurs, ils ont beaucoup d'élèves à l'année, ils ont de la 6e à la 3e. C'est très compliqué de pouvoir faire suivre ça. On était des classes de 30, on les voyait peu de temps. Il y a toujours des professeurs qui ont été meilleurs que d'autres. J'ai pas envie de taper sur un profil de professeur parce que honnêtement, le travail de professeur est très compliqué. Maintenant. C'est bien de le dire ça aussi. Parce que non, parce que c'est vrai, on est toujours là en train de dire ouais, voilà, c'est le professeur, etc. Non, il y a peut-être une petite partie qui pourrait venir de ça, mais moi je vois pas d'utilité à taper sur le professeur. En fait, il y a plusieurs cas spécifiques. Il y a des personnes qui vont forcément avoir des complications personnelles et qui ont des difficultés à travailler personnellement, d'autres qui n'ont pas envie de travailler. Après, forcément, il y a la case où on met que j'aime pas spécialement, où il faut creuser derrière, où il faut peut-être mettre des choses en place. Moi, je suis pas dans le système scolaire, donc je suis peut-être pas le mieux à parler de ça, mais directement bloquer des personnes dans le cadre difficultés scolaires, c'est dur. Pour certains profils de personnes, c'est dur. Oui, certains profils ne sont pas forcément à l'aise avec le système scolaire, mais ils ont d'autres capacités, d'autres qualités à mettre en avantage qui peuvent se retranscrire dans le monde professionnel. Par exemple, je vais donner un exemple. Ce que je pense, c'est par exemple une personne qui, il y en a, ils ont beaucoup de personnalité, ils sont de charismatiques qui peuvent fidéliser un groupe, et c'est pas des qualités qu'on va retrouver forcément. L'humour ou plein d'autres qualités, des gens qui sont plutôt à l'aise pour parler publiquement, etc. C'est pas des choses qu'on va retrouver. Donc il y a aussi les qualités personnelles qu'on va pas retrouver parfois à l'école et qui peuvent très bien se retranscrire dans le monde du travail. Donc c'est bien de le préciser ça, Alec, merci. Donc là on va rentrer dans le moment un peu plus compliqué pour toi scolairement, c'est le passage en troisième, quand tu arrives en troisième. C'est là où voilà, tu as eu quelques complications, notamment ton redoublement. Le refus de passage en seconde générale de la part des profs. Comment tu nous expliques ça? Comment tu nous expliques le raté de cette année de troisième? Pourtant, c'est une année quand même où les profs parlent beaucoup de ça par rapport au choix d'orientation. Comment tu expliques entre guillemets, ce raté? Comment dire ça? Alors, c'est vrai, effectivement, les professeurs, ils en parlent beaucoup pendant la troisième. Moi, pour mon cas personnel, j'ai plus ce sentiment que en fait c'était peut-être pas réalisé, mais je comprenais peut-être pas le concept. Enfin, j'avais du mal à suivre l'intérêt de ça. C'est vrai que c'était une année charnière, il faut se préparer pour passer soit en seconde générale, soit en seconde professionnelle. C'est moi qui demande le redoublement parce que clairement la première fois j'ai pas eu en seconde pro. On rappelle, il redouble, il est refusé en seconde générale et il redouble sa troisième. Sous demande. Et effectivement, je ne comprenais pas trop le concept parce que comment c'était présenté de cette manière-là quand on était petit, c'était la générale, c'était un petit peu le succès, la réussite de ton parcours de collégien et limite la case professionnelle, c'est, je peux pas dire les ratés. Clairement, en tout cas, socialement, pour les gens, c'est la case professionnelle, c'est le côté cancre. Les élèves cancres, entre guillemets. Moi, j'aime pas dire ça. J'ai plus l'impression. Je parle juste de l'aspect des gens social. Oui, mais enfin, bon, c'est un peu trop dur à dire. On peut pas. Enfin, moi, j'estimerais pas. J'emploierais pas ce mot-là. Enfin, clairement, la seconde générale, c'est plus la case succès réussite du collège et la case professionnelle, c'est un petit peu les autres. Okay. Voilà. Juste après, on montrera que professionnel aussi, ça permet aussi d'ouvrir pas mal d'opportunités également. Donc, ok, toi, tu redoubles ton passage en troisième parce que tu es refusé de seconde générale. Oui. Comment tu le vis personnellement? Parce que c'est pas forcément évident. Tu as tous tes amis qui partent au lycée, toi, tu restes. Comment tu le vis personnellement? Ça t'a motivé pour l'année suivante ou tu t'en voulais au prof? Comment tu l'as vécu ça personnellement? Je peux pas dire que j'en voulais au prof, même si parfois il peut y avoir
on peut ressentir certaines choses, mais dire qu'on en veut au prof, c'est pas, on peut pas dire ça. Les professeurs, la plupart, ils font leur maximum, ils aident, ils sont là pour pouvoir nous construire. Moi, je parlerais plus du système scolaire en lui-même, sur la présentation du général et du professionnel, où la case professionnelle n'est clairement pas du tout mise en valeur, et clairement dénigrée. Exactement. Et il y a tellement de choses à faire en professionnel. Moi, quand je suis resté au collège, moi, j'ai pas vécu ça comme un échec. Très bien, c'est bien de préciser. J'ai pas senti ça comme un échec. Le redoublant, souvent, parce que pour le coup, ça m'a été plus bénéfique, malgré le fait que derrière, après, c'est moi qui demande le pro. Derrière, alors qu'ils avaient accepté général, c'est moi qui demande le pro. Parce que avec mes réflexions, je me disais, je suis pas du tout assidu, je suis pas un élève clairement affirmé, clairement mature. Donc voilà, il vaut mieux que je rentre dans la case professionnelle. Et après là, la case professionnelle, c'est là où il y a clairement la différenciation, je vois, entre le monde professionnel et le monde général. Ok, très bien. Donc, moi, je vais juste revenir sur quelque chose. Ton redoublement, ta deuxième, troisième, là, tu deviens un autre élève. Comment t'expliques ça? Tu deviens un bon élève. Il me semble que tu as les félicitations au conseil de classe. C'est un tout autre Alec que le Alec de la cinquième ou de la quatrième. Tu deviens un autre élève, tu deviens un bon élève. Comment t'expliques ce changement? Tu as eu un déclic, ça t'a motivé le redoublement? Comment tu peux t'expliquer ça? J'avais vécu le truc, donc en soi, je connaissais la procédure, donc j'avais forcément un temps d'avance sur les autres, en termes de maturité, je pense. Et ça m'a permis également de plus me construire psychologiquement sur la personne après en devenir. Parce que je comprenais un petit peu le système, et c'était après derrière que là, je pouvais mettre en place ce que je souhaitais mettre. Okay. Ouais. Et la première fois, quand tu refuses d'aller en seconde professionnelle, pourquoi tu y vas pas? C'est parce que le projet ne te convient pas? Il n'y a pas de filière qui t'intéresse à ce moment-là? Pas de compréhension. Je sais c'est bien le plus, c'est ça. Manque d'informations en termes d'orientation, c'est ça? Oui, c'est ça. On nous balance une fiche. Enfin, non, peut-être pas, on nous balance une fiche. Mais on nous dit, il y a ces possibilités-là, ces possibilités-là. Personne ne nous explique les débouchés, personne ne nous explique un petit peu comment ça va se passer derrière. On comprend grosso modo les grandes lignes S, E, S, L à l'époque. Mais voilà, sinon, pas assez d'informations. Et ce redoublement, comme tu nous as dit, ça t'a permis d'avoir davantage de maturité. Voilà, donc clairement, c'est ça, c'est davantage de maturité. Et c'est ça qui t'a permis d'avoir de meilleurs résultats? Meilleurs résultats, je dirais peut-être pas ça, peut-être un peu plus d'assiduité. J'avais déjà fait le programme pour forcément, c'est plus simple. Mais je pense que la maturité, elle vient à partir du bac pro. D'accord, ok. Bah là, on va y venir. Seconde pro, pourquoi avoir choisi tu as fait un bac pro vente ou commerce? J'arrive en vente. En vente. J'arrive en vente. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix je ne sais pas à ce moment-là. Enfin, ok. Bah, c'est bien de le dire parce que parfois il n'y a peut-être pas assez d'informations en termes d'orientation pour les jeunes. En fait, la seule chose que je me disais, c'était avoir une voie pour accéder au BTS. Je me disais que forcément, il y a des débouchés derrière. Bon, j'allais pas rentrer à la fac, j'allais pas rentrer en DUT déjà. Ça ne t'intéressait pas? Non, j'avais besoin plus d'un profil, plus d'accompagnement. Et c'est là que je pense que j'ai pu m'affirmer. Moi, là, j'ai pu constater qu'il y avait une grosse différence entre les bâtiments généraux et les bâtiments pro. Et c'est là où, je pense, où j'ai commencé à me dire, ouais, il y a un truc qui tourne pas en rond. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les pros, ils sont dénigrés? Et du coup, je décide de me mettre en tant que CVS, je décide de me mettre dans l'assemblée générale du lycée, je décide de faire les conseils de discipline. Très bien. Tu as aussi été délégué pendant 3 ans? J'ai été délégué pendant mes 3 ans, j'ai été délégué en BTS, en licence et en master 1. Ok, très bien. Ça montre aussi des qualités de leadership, je trouve. Non, mais c'est vrai qu'on peut rigoler sur l'aspect d'être délégué, mais moi, personnellement, je trouve que ça montre quand même une personne qui est capable de fidéliser un groupe, parce que quand même, c'est une classe de 30, c'est-à-dire qu'il faut obtenir la majorité. Les gens rigoleront sûrement, mais franchement, moi, je trouve que ça montre aussi des qualités humaines, de capacité de convaincre. Après, c'est aussi la popularité peut-être par rapport à celui qui a le plus d'amis, etc. C'est plus simple. Mais je trouve que ça démontre des qualités et c'est quelque chose que je trouve qu'on peut valoriser sur un CV. Certains rigoleront, mais je pense sincèrement ça. Ok, très bien. Donc là, le lycée professionnel, c'est là où tu te sens vraiment dans ton élément. Tu as des très bons résultats. Moi, à ce moment-là, je me dis, je ne veux pas que le bac pro et le bac général soient séparés comme ça. Je pose des... Enfin, je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais avec le professeur de l'époque, on décide de mettre en place pas mal d'actions et on crée grâce... Les noms, c'est positif. Hein. Sur la chaîne, je peux voir, on a pas... Voilà, bon, bref. Mais avec un professeur en question, on décide de mettre en place, on développe pas mal de choses, dont la classe européenne professionnelle.
Donc ça a permis en fait de développer l'apprentissage de l'anglais et de pouvoir apprendre certaines choses culturellement, et ça nous a permis également de faire un voyage en Angleterre. Très bien ça. Donc ça c'était pas mal, et avec l'époque, à l'époque où du coup je décide de mettre en place pas mal d'actions pour le bac professionnel, grâce à ça on a pu mettre en place à l'époque au lycée Frédéric Mistral où ils décidaient juste de mettre en avant les classes les S, les ES, voilà, et les bacs techno. Ils ont décidé de mettre en place les bacs pro également sur les présentations, avec la motivation également des élèves de bac professionnel qui étaient clairement investis derrière le projet de base. Très bien, parce qu'on a souvent l'image des élèves pro très peu investis. Donc c'est bien de préciser que vous avez pu monter un projet qui allait au bout de son processus. On a pu faire des présentations devant des parents pour présenter la filière professionnelle, comme quoi c'était pas une voie de garage, comme quoi il y avait des solutions, comme quoi il y avait également de l'épanouissement. Donc tout ça s'arrêtait principalement sur le vente, commerce et sur la gestion. Mais voilà, on a pu mettre en place certaines choses pour pouvoir mettre en avant la filière professionnelle, parce que pour moi elle n'était pas mise en avant comme il se doit. Très bien, très bien, ça, merci de le préciser. Maintenant, on va parler un peu des stages, de tes stages durant le lycée. Oui. Où tu as effectué tes stages? Dans quel domaine? Je les ai tous faits en agence immobilière. Très bien. Je les ai tous faits en agence immobilière, et du coup, c'est là où j'ai pu apprendre le métier d'agent immobilier. Au début, comme on dit, on a 15-16 ans, on fait notre stage, on veut juste rentrer chez nous à la fin du stage, mais à force de faire le stage et à force de les faire, j'en ai fait 4-5. Okay. Et comment tu les as trouvés? Des petits tips aux jeunes s'ils recherchent des stages. Alors en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a la partie commerciale qui rentrait parfaitement dans le cadre de la vente. Et il y avait la partie également juridique, il y avait la partie droit et éco, qui est évidemment pas évident à comprendre, mais à force d'entendre et à force d'écouter et de se développer sur certaines choses, forcément on se rentre dans le jeu. Et après en fait il y a la transition du coup pro avec forcément le BTS, et après le rebondissement avec... Ok, mais au niveau de, on va parler des stages dans leur globalité, que ce soit en BTS, etc., et en bac pro. Est-ce que ces stages dans l'immobilier, ça t'a permis de développer des compétences à ce moment-là, ou c'était des stages? Parce que souvent les stages, on a cette image du jeune qui reste dans le bureau, qui fait la paperasse, etc. Moi, je veux savoir, est-ce que ça t'a permis de développer des compétences, d'élargir ton réseau professionnel? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces stages sur ce plan-là? Forcément, à force d'écouter et de voir certaines choses, on développe des compétences. Tu vas faire un premier stage, je vais faire un deuxième stage, et au bout du troisième stage, il va commencer à ce qu'on se mette un petit peu la main à la pâte. On décide un petit peu à forcément participer à l'entreprise. Donc, ne serait-ce que d'appeler un ou deux clients comme ça, s'entraîner, essayer avec une trame, lire un petit peu par cœur. Après, forcément, ça devient des automatismes. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on commence à comprendre le système, on commence à comprendre comment ça fonctionne, et après ça devient naturel. Donc oui, forcément, on apprend des choses. On apprend toujours des choses. Quand on est en stage, on apprendra toujours des choses. Si on est attentif et curieux, on apprendra toujours des choses. D'accord, très bien. Et là, en fait, on est dans le cadre, c'est un cadre différent, parce que c'est un cadre professionnel et non scolaire. Donc c'est pas linéaire, en fait. D'accord, très bien. Tous tes stages, la plupart du temps, se sont très bien passés. Tu as appris des choses, etc. Tu as laissé une bonne image, tu penses, dans le stage? Globalement, oui, parce que du coup, mon responsable de stage est désormais mon responsable en alternance. Très bien. D'où l'importance de laisser une bonne image professionnelle, même en stage. Donc, ça t'a permis de trouver une alternance par la suite. On reviendra après. Donc, à ce moment-là, le bac, etc. Tu obtiens le bac avec mention. Oui. Quelle mention? Bien. Mention bien. Facilement, plutôt facilement. Oui, globalement, oui. Très bien. On n'est plus du tout à l'aide du collège, qui n'a pas envie de travailler, etc. Tu as pris du plaisir durant ces 3 années de baccalauréat professionnel? On n'a pas le même âge, on se développe différemment. On a tous des éducations forcément différentes. D'autres sont beaucoup plus dans la rigueur du travail, d'autres plus dans l'épanouissement personnel, d'autres ils n'ont pas spécialement la possibilité d'avoir des accompagnements. Donc après, voilà, c'est également à la personne de se construire. Enfin, il faut se construire, il faut créer quelque chose. On ne peut pas rester là à dire ok, d'accord, ça se passe comme ça, je subis. Non, il faut prendre les choses en main. On peut toujours prendre des initiatives, peu importe où est-ce qu'on est. Mais c'est bien de montrer l'évolution pour montrer que même si aujourd'hui, tu peux très bien être un mauvais élève à un certain moment de ta vie et devenir quelqu'un qui travaille et qui a des meilleurs résultats en trouvant ta voie. Moi, je vais revenir sur quelque chose. À partir de là, l'obtention du baccalauréat, ton projet professionnel, est-ce qu'il s'affine à ce moment-là?
Je sais que tu nous as dit que tu voulais faire un BTS à ce moment-là, tu savais que tu avais besoin d'une formation supérieure au baccalauréat en ayant un accompagnement. Est-ce que tu sais quel BTS tu veux faire? Parce qu'on arrive au vœu, pas Parcoursup, avant c'était APB à son époque, Oui, il est un peu vieux. Mais donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que ça s'affine? moi, je suis plus au cas par cas. En gros, je suis un petit peu vision court-termiste. Là, la première vision que j'ai, je me dis, je vais faire un BTS pour valider Bac+2. C'est la première idée que j'ai en tête. BTS initial pour garder encore un côté scolaire, parce que du coup, avec le développement, on se dit, bon, bah, le côté scolaire, c'est quand même pas trop mal, avec pas mal d'avantages, l'air de rien. Donc, Les vacances scolaires, etc. on garde quand même pas mal d'avantages. Donc, BTS pour valider Bac+2, ça, c'est la première idée. Quel vœu que tu mets sur, à l'époque, c'est la plateforme APB, maintenant qui est Parcoursup. Quel vœu tu mets à ce moment-là En fait, en BTS? je mets le premier BTS au lycée de Thiers, BTS à négociation relation client. Il y avait un sorte de partenariat avec la filière professionnelle STMG de Mistral. Donc forcément, il y avait des STMG, des pros qui étaient pris à Thiers sur les différents BTS. Ok, donc à ce moment-là, donc tu pars sur un BTS NDRC, non NRC à l'époque. Moi, j'étais la dernière promo NRC. Voilà, maintenant qui s'appelle NDRC, négociation relation client, et maintenant c'est négociation digitalisation relation client. Donc ce BTS, tu peux nous en parler un peu plus en détail? Quelles sont les matières qu'on t'a enseignées? Qu'est-ce que tu as pu développer comme compétences? Est-ce que ça t'a été utile? Et les stages que tu as effectués, parce qu'il me semble que tu as effectué un stage autre que l'immobilier. Oui, j'ai fait la banque. J'ai fait 2 fois banque et après j'ai fait 2 fois, pardon, je m'embrouille, 2 fois immobilier encore. D'accord, ok. En fait, ça se liait parce que il y avait la partie banque immobilière où j'étais. Ok. Et donc en fait, je ne sortais pas spécialement du cadre de l'immobilier. Les matières qui étaient le plus enseignées, c'était la partie du coup commerciale. Donc vraiment comment un commercial travaillait, comment se fixe un objectif. Il y avait également une partie managériale. Il y avait une partie également de comptabilité avec de la gestion clientèle. Donc ça, c'était vraiment les 3 grands axes qui étaient développés pour ce BTS. On était vraiment fermé pour être commercial. D'accord, ok. Voilà. Merci, c'est vraiment de la négociation, relation client, développement commercial. Ok, très bien. C'est bien de le préciser ça. Ensuite, ça tu l'as fait en initial. Maintenant, tu souhaites passer un step dans ta carrière professionnelle, faire une licence pro. Il me semble que tu as voulu faire ça. Alors j'ai voulu faire licence pro, j'ai pas été pris parce que forcément, licence pro, il faut retourner sur la case un petit peu plus formelle, et licence professionnelle, ils prennent spécialement les personnes qui sont en fac ou en DUT, donc plus compliqué de BTS parce qu'ils estiment qu'on n'a pas le niveau. D'accord, ok. Donc tu as essuyé des refus, donc tu t'orientes sur un bachelor. Un bachelor quoi? Alors sur un bachelor marketing, comment ça s'appelait? Marketing commercial. Alors je trouve une alternance, mais bon, l'entreprise du coup fait faillite. Du coup, licenciement économique? Licenciement économique de tous les alternants alors qu'ils venaient d'en recruter à l'appel, une dizaine. Compliqué. Un échec, est-ce que ça t'a démotivé à poursuivre les études? Non, c'était juste que c'était trop tard pour trouver une nouvelle entreprise. Et à ce moment-là, petite année de césure pour travailler et pour pouvoir passer le permis. Est-ce que tu te dis, j'ai perdu une année à ce moment-là? Est-ce que tu es dégoûté? Non. Tu souhaites quand même, malgré tout ça, tu souhaites poursuivre tes études par la suite? Oui. Je me dis que là, maintenant que j'ai fait un Bac+2, let's go pour Bac+5. Parce qu'on se dit clairement les choses. Voilà, parfois, c'est compliqué de trouver une alternance. Souvent, on peut le voir sur Internet, etc., sur LinkedIn, sur les réseaux. Beaucoup de jeunes ont des difficultés. Peut-être que ça aurait pu te donner un coup de mou et te dire, bon, voilà, finalement, peut-être que... Parce que quand on enchaîne avec le travail, c'est compliqué de faire une reprise d'études. Donc toi, tu fais quoi? Tu fais une année de césure, ça te permet de passer le permis et de travailler. C'est ça, de mettre un peu d'argent de côté. Et, tu travailles dans quoi? J'étais vendeur de Castorama Rayon Parquet. Bon, c'est quand même un métier qui est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais bon, il fallait le faire. Il fallait passer sous cette case transition. Il fallait faire la transition. J'avais besoin du permis de conduire. J'avais besoin d'argent. Très bien. Mais c'est pas du tout un échec, ça s'est passé comme ça. C'est bien de le voir positivement aussi également. En fait, ça arrive des fois de ne pas avoir ce qu'on veut tout de suite. Donc, faut être un petit peu patient, exactement. Donc ensuite, là, tu repars sur le même bachelor après avoir obtenu une permis de conduire? Non. Castorama? Là, je pars sur l'IMO. Je retourne en IMO, donc bachelor immobilier. Est-ce que Castorama t'a proposé une opportunité de poursuivre avec eux? Oui, 3 fois. 3 fois? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ils m'ont proposé un poste en alternance. Que tu recherchais? Ouais, mais c'était pas ce que je voulais faire. Je me voyais pas
rester dans une grande surface, c'est pas ce que je voulais faire. D'accord, ok. Et c'est à ce moment-là, tu utilises ton réseau, enfin, ton ancien réseau de stage Oui, qui t'a permis de trouver l'alternance c'est en ça. bachelor. C'est ça. Et du coup, je suis depuis 3 ans. Très très bien. Voilà. L'importance du réseau, l'importance de laisser une bonne image en entreprise, même en stage. C'est quel bachelor, excuse-moi Donc c'est un bachelor IMO, donc on traite toutes Ok, les transactions c'est un location immobilier. immobilière. D'accord, tu l'obtiens? Oui. Tu l'obtiens facilement? Oui, oui, bah là en fait c'est le métier que je fais, donc je suis vraiment agent immobilier à temps plein avec la partie scolaire, donc en fait quand on mélange les deux, l'apprentissage on l'a tout le temps, donc D'accord, très très bien ça. c'est pas compliqué. Donc, Enfin c'est pas compliqué, si, il y a toujours du travail, mais par contre c'est un travail qui est différent. C'est pas du par cœur, enfin il y a forcément une partie par cœur il y a beaucoup de pratique. qu'on doit maîtriser parce que c'est un métier où on doit avoir des vraies connaissances juridiques, économiques. Il y a une partie qui aide avec la banque, donc voilà, il faut absolument avoir des connaissances. D'accord, ok, très bien. Ensuite, tu pars sur tu pars sur un master qui n'est pas immobilier par contre, cette Non, fois-ci, je reste dans la même boîte, mais je me dis que j'ai pas envie de me fermer uniquement la voie dans de développer un peu plus de compétences. Voilà, Très bien. donc je reste dans le management et le développement commercial, mais là, je n'accroche pas du tout et je décide du coup de refaire un step en IMO. Mais tu obtiens ce master 1. Oui, je valide ce Ok, master. très bien. Très très bien, toujours en alternance. Donc Oui, là, toujours. maintenant, ensuite, tu as changé une réorientation en master. Alors, ce qui se passe, c'est que mon responsable me propose de faire l'école de l'ESPI. L'ESPI, c'est une très grande école immobilière en France, de nombreux pôles à Paris, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Nantes, enfin bref, il y en a partout en France. Et dans les grandes entreprises, c'est ce qui est souvent recherché, on demande des élèves de l'ESPI. Et du coup, mon responsable me dit, bah écoute, va faire le test, essaye de voir si tu peux être pris. Et j'ai fait le test et effectivement, j'ai été pris depuis la rentrée de septembre. Et j'ai pu voir comme la pour en termes de niveau, c'est un peu pareil. D'accord, ok. Une opportunité qui s'est présentée, tu l'as saisie, tout simplement. C'est ça, voilà. Changement de master. Donc, tu as un master 1 que tu as obtenu. Maintenant, on repasse dans l'immobilier. Ça permet aussi d'avoir une palette un peu plus large aussi. Tu as le côté immobilier, tu as le côté commercial avec le BTS et également le Master 1. Donc ça te permet aussi de pouvoir basculer sur une autre filière, sur un autre métier si besoin. Donc on va venir rapidement sur le métier d'agent immobilier. Là, on a parlé vraiment de la partie scolaire. On va faire une petite parenthèse sur le métier d'agent immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le métier d'agent immobilier, les études qu'il faut faire pour devenir agent immobilier? Oui. Alors en agent immobilier, généralement, il faut faire au minimum un BTS profession immobilier, donc accessible dans des lycées ou dans des écoles privées. Moi, je recommande toujours de le faire en alternance parce que c'est là où on apprend sur le terrain. Parce que être agent immobilier à l'école, c'est pas du tout la même chose que sur le terrain. Il faut avoir des vraies connaissances, il faut rencontrer les gens, il faut parler avec les gens, il faut avoir les actions, il faut avoir les preuves sous les yeux. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir apprendre ce métier. Donc, pour le poste d'agent immobilier, c'est vraiment BTS profession immobilière? Oui, il faut faire un BTS profession immobilière, c'est là où on apprend toutes les grandes lignes. C'est là vraiment, voilà. C'est ça. Et après, avec la profession immobilière, si vous souhaitez faire autre chose derrière, c'est possible parce qu'il n'y a pas que agent immobilier, il y a 1001 métiers. D'accord, ok. Sur le poste d'agent immobilier, est-ce que tu peux nous parler des inconvénients de ce métier-là et des avantages? Alors, l'avantage, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes, on échange avec beaucoup de personnes, ça c'est très agréable. On a grandi le réseau professionnel? Alors, oui, on a grandi le réseau professionnel, mais je parle également de l'aspect social. On rencontre de personnes, on essaie de réaliser leurs projets, devenir propriétaire ou trouver un logement en location, c'est quand même très important. Et des personnes, c'est le rêve d'une vie. Voilà, là, c'est la concrétisation de gens. Voilà, c'est ça. Acheter un bien. C'est important. Voilà, c'est très important de pouvoir accompagner ces personnes-là. Et il y en a qui économisent toute leur vie pour pouvoir acheter un bien. C'est ça. Et c'est très agréable de pouvoir rencontrer également des personnes comme ça. La partie inconvénient, je dirais, qui revient le plus souvent, c'est plus la partie prospection, recherche de mandat. Donc, toujours démarcher les gens. Je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, faire du démarchage ou se faire démarcher. Pas forcément agréable de se faire recaler au téléphone. C'est un monde de requins, il y a beaucoup de concurrence et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est très formateur. Très bien ça. Est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de pression? Toi, de ton côté, comment tu le perçois? Alors, de manière générale, je dirais que oui, c'est un métier qui a de la pression. Moi, de mon côté, personnellement, non. Au sein de ma boîte, non, il n'y a pas spécialement de pression plus que ça.
Après, je garde encore un poste d'alternance, mais je sais que de manière générale, c'est un métier qui est quand même soumis à la pression en fonction des différents contrats que les personnes peuvent avoir. Parce que voilà, on peut être salarié ou travailler pour une agence en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. C'est bien de présenter tous les aspects positifs, les aspects négatifs du métier. Est-ce que tu peux nous parler du salaire, pas de ton salaire forcément, mais du salaire en général d'un agent immobilier, que ce soit en indépendant ou salarié, et les primes également? Alors généralement, les salariés, ils sont en avance sur commission. Donc on va leur donner de l'argent en avance et dès qu'ils vont pouvoir vendre, c'est là en fait ils vont rembourser ce que l'agence a payé. Et l'objectif c'est de sortir de cette avance sur commission, de sortir de l'agence, que l'agence paye en avance pour pouvoir bénéficier pleinement de l'argent que tu vendras réellement sur tes ventes. Après tu as la partie auto-entrepreneur où en fait tu touches l'argent uniquement sur de la vente. D'accord, ok. Voilà, mais après, il y a différents types de pourcentages en fonction de différentes agences. Généralement, un auto-entrepreneur, sur une commission de vente, il va toucher, en fonction de s'il a fait la vente ou s'il a rentré le mandat et la vente, il peut toucher entre 20 et 41% Oui, bon. en fonction de certaines. Bon, ça tu as été rentré sur des aspects un peu techniques. Moi, je voulais un peu de globalité par rapport au salaire fixe dans une agence immobilière. Alors, et une personne comme dans ton agence immobilière où tu as un collègue qui est affilié à l'agence mais qui est indépendant à la fois. Oui. Moi, je voudrais savoir un salaire approximatif d'une personne qui est indépendante dans une boîte immobilière et une personne qui est salariée dans une boîte immobilière avec une moyenne de primes. Pour que ce soit un peu plus factuel pour le public. C'est très dur à. C'est compliqué à séduire. Tout dépend des contrats des D'accord, personnes. ok, très bien. Je sais pas si Ok, c'est trop. d'accord, c'est bien. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'as pas de tranche forcément à nous dire en tant qu'agent immobilier. En fait, je parle en termes de pourcentage par rapport à la commission qui est sortie. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as une idée de poursuite de carrière professionnelle? Tu souhaites rester agent immobilier? Est-ce que tu as d'autres réflexions? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Peut-être que tu n'as pas envie d'en parler également, mais voilà, pour nous donner des idées, une poursuite de carrière, ce serait quoi? Comme je le disais de base, moi je suis plus court-termiste, donc là l'idée pour l'instant c'est de terminer mon contrat. Et après tu verras. Voilà. D'accord, très bien, merci Alec. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont des difficultés de trouver leur voie professionnelle et aux personnes qui ont des difficultés de trouver un contrat d'apprentissage? Est-ce que tu as quelques tips, quelques conseils à nous donner? Que malgré l'échec, il y a toujours une solution derrière ça. Très bien, c'est un bon message. Merci beaucoup Alec Merci pour ce premier épisode de La Réussite pour tous, d'avoir participé. Je vous dis au prochain épisode l'équipe. Merci à tous d'avoir regardé. Salut. Au revoir.